Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. Salut, Alex. Je suis content pour les gens qui aiment les sports d'hiver parce que là, ça commence tranquillement en Estrie, sur la rive nord de Montréal. Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Nous, on a eu un peu de pluie ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que tes pneus d'hiver sont mis, François? Écoute, T'es à l'année, toi? c'est ça, c'est pas des jokes, je C'est les ai vrai. à l'année. Ah, c'est vrai. Sauf que là, je vais les changer avec des nouveaux. T'es chicané, là? Je n'ai pas eu. Non, mais c'est pas. Je devais user mes pneus qui étaient terminés Je pour cet sais. été. Parce que Mais là, cet je les été- fais installer bientôt. Cet été, j'ai dit à François, Frank, il dit, ouais, mais. Parce que j'ai hâte de revoir Ouais. les mags sur ta magnifique patte fin. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis heureux pour les gens qui vont pouvoir débuter leur sport d'hiver. Oui. Mais j'arrête là. Pas un gars très Non. hivernal. Non. Te vois pas en faire de la raquette. Louis, c'est un. Il fait Oui, Louis fait ses propres raquettes en babiche. Oui. Je sais, c'est un grand. Oui, tout à fait. Il nous a déjà parlé de sa routine, petit café, du torréfacteur, et on s'en fait de la raquette après. Exactement, comme dans Ouais. Passe-Partout. Ça m'avait marqué. Oui. Tu te souviens? Oui. Ça, il y a deux choses qui m'ont marqué dans Passe-Partout. Doualé qui oublie sa boîte à lunch et également les fameuses Mais raquettes. tu savais que c'était Louis qui allait faire la raquette dans Passe-Partout. Ah! On est ailleurs. Voilà. Hey, François, rapidement, je sais que tu es monsieur Office Tourisme Montérégie. Il reste 1 minute. Je veux juste, parce que là, on va commencer à faire les emplettes de Noël. Oui. Et peux-tu dire aux gens à quel point c'est important d'encourager nos commerçants locaux, François? Absolument. Puis écoute, il y a de très bons spéciaux également, Alex, qu'on peut retrouver un peu partout au Québec. C'est sûr qu'on va être chauvin. On va parler de la Montérégie. Je vous invite justement à regarder la vitrine la semaine prochaine. Sébastien Dion de la ferme Guyon Ouais. va être là. Et Michel Hey, c'est-tu le Jaudoin fun d'aller là? de la cidrerie Michel Jaudoin. Bien, on encourage les gens à acheter des produits locaux parce que souvent, on va prendre un petit mousseux à l'épicerie Ouais. qui vient de on ne sait pas où. Pourquoi ne pas aller chez Charbonneau où on a un 2 pour 1 sur un mousseux pour le Black Friday? On met ça sur la table à Noël. Offrir aux convives, C'est quelqu'un vrai. qui vous reçoit à Noël, voici un cadeau de produits du terroir. Des fois, les gens n'ont pas le réflexe, donc c'est notre travail. Merci d'offrir cette tribune-là, d'encourager les gens vraiment à manger local et à offrir local cette année pour le temps des fêtes. Des petits produits là, dans la région. On est choyés. Ah, absolument. Quand on reçoit ta collègue, j'oublie toujours son nom, qui vient parler de vélo ici avec les Amélie. routes. Ah bon, ben, quand on Oui. parle avec Amélie, elle nous fait toujours des coups. Tu sais, il y a plein de choses Oui. dans votre guide, dans le guide qu'elle fait. Oui, tout à fait. Magazine vélo. là. C'est plein dans la région ici. Il faut Ouais. vraiment les encourager parce que la compétition, elle est, à elle est fait. féroce. Ouais. Hey, François, quel show cette semaine. Écoute, on parle de baseball avec notre ami Elliott Cadieux-Lanoux en première partie qui vient de terminer sa saison dans la NCAA aux Ouais. États-Unis. Écoute, c'est un autre monde là-bas. Elliott On va est nous en d'ailleurs. parler. Et en deuxième partie d'émission, le seul et unique, le grand photographe sportif Bernard Brault nous fait l'honneur d'être sur le plateau, Alex. On reprend nos esprits, mon cher. Ouais. Bienvenue à Sport Express. Hey François, je suis toujours heureux à chaque semaine de faire l'émission Sport Express, mais lorsqu'on parle de balle, Ah, tu ben, sais que c'est écoute. mon sport. Bien, tout à fait. Et en plus de ça, tu sais, rêve de petit cul, moi, toujours joué dans le baseball majeur, c'était une chose, mais le rêve collégial américain, c'en était un autre. Et- On va s'avouer que moi, ça arrêtait à junior élite, mais Bien, quand même, quand même. au Québec, Non, non, mais c'est... oui, mais c'est c'est autre très bon. temps, autre temps, autre mœurs. Ouais. Mais de recevoir un kid de la région qui, lui, vit le rêve. Ouais. Mais son rêve est loin d'être terminé quand même. Elliott Cadieux-Lanoux, qui est lanceur pour les Hawkeyes de l'Université d'Iowa. Salut. Salut les gars, ça Elliott. va? Oui, ça va très, très bien. Hey, merci d'être là. Ah, merci à vous autres de m'avoir invité. Vraiment. Saison morte présentement à NCAA? Saison morte, ouais, on s'entraîne en musculation super fort, mais saison morte niveau baseball. J'ai une question pour toi, puis peut paraître bien niaiseuse, mais toi, t'es là-dedans. Moi, dans ma tête, vous allez à l'université, right? Fait que saison morte, mais tu vas pas à l'école? Alors, je vais à l'école big time, là, c'est des cours à chaque jour, puis j'étudie fort, mais du baseball un peu plus relax ce temps-ci. Mais quand tu parles d'école, parce que là, t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu le Ouais. fais à distance, comment ça marche? Pour l'instant, là, je suis une semaine au Québec. OK. Puis on a un break de Thanksgiving. Fait que là, je suis là pour une semaine. Après ça, je repars pour mes examens finaux. Après ça, je reviens pour Noël. Fait que c'est vraiment beaucoup... mon horaire est chargé là, ce temps-ci. Là. Fait que, mais
Parle-nous de ta première saison, comment ça a été? On t'a reçu l'année passée. Le rêve s'en venait de pouvoir évoluer là-bas. C'est fait. Comment ça a été cette année pour toi? C'était incroyable, honnêtement. L'expérience que j'ai gagnée de ça, c'était fou. Beaucoup d'expérience, comme j'ai dit. J'ai maturé. J'ai vu tellement de bons joueurs jouer. Honnêtement, c'était juste un rêve qui devenait réalité. Tu sais, quand tu es venu ici, je me rappelle, on avait parlé des Elliott, il y en a quelques-uns au Québec, mais d'aller se comparer de l'autre côté de la frontière avec les meilleurs joueurs au monde, quasiment. C'est une game complètement différente. Tout le monde est bon rendu là. C'est vraiment niveau mental, puis comment tu travailles fort, puis tout le monde a le même talent. Je veux dire, tout le monde est rendu bon. C'est juste work ethic, je sais pas comment dire en français. L'éthique de travail. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment... À chaque jour, il faut que tu te réveilles, puis tu travailles fort, puis tu restes concentré, puis c'est vraiment une game mentale rendu là. Parce que quand tu regardes le lanceur qui vient de remporter la recrue de l'année avec les Pirates de Pittsburgh, lançait dans la NCAA il y a quoi, 2 ans? Lui, ça a été très rapide. C'est fou quand même quand tu y penses que tu lances dans la même ligue que le gars qui vient de remporter. C'est fou, ouais. Mais lui, c'est comme une autre histoire. Là. C'est un phénomène rare, là, mais c'est vrai que c'est sûr que quand tu regardes d'un autre œil, c'est fou pareil. Là. C'est même niveau, même compétition, genre un peu, là, c'est vraiment fou. Parle-nous un peu de ton expérience universitaire. Parce qu'on s'entend, moi, j'étais là à l'UQAM, là, c'était bien hot, mais c'était des petits parties le jeudi. Ouais, exactement, dans les après-cours, on allait au Peel Pub, là, ça ressemblait pas mal à ça. Toi, tu le disais parce que tu as un focus, tu as un rêve, tu veux jouer dans le baseball majeur, tu veux être repêché. Comment ça fonctionne? T'sais, les études, tu en as parlé tantôt. Moi, je suis allé voir une game au Kinnick Stadium. C'est quelque chose là, au niveau du football. 70 000 personnes à peu près qui rentrent là-bas à Iowa. Comment tu fais pour garder le focus? C'est vraiment ton rêve qui fait que... Parce que c'est facile, s'égarer. C'est sûr que c'est vraiment facile. Je sais que papa et maman sont en arrière en ce moment, ils t'écoutent, mais comment tu fais pour rester focus? Honnêtement, c'est vraiment tough. C'est vraiment ma passion. Fait que, moi, je vais à 100 %. Puis des fois, on parle de sacrifice puis des affaires comme ça, mais c'est vraiment des choix dans la vie, de moi, mes valeurs. Je vais pas au bar, je me couche tôt le soir, je me réveille le matin, je mange bien. C'est vraiment des choix que je fais dans la vie, que d'autres personnes voient ça comme sacrifice. En même temps, je travaille pas, je fais pas... moi, je joue au baseball pour le fun, mais en même temps, avec ça, il arrive d'autres sortes de choix, puis je vais pas au bar, je mange bien, je m'en coucher tôt, puis j'ai des coéquipiers qui vont au bar, puis des affaires comme ça, mais... C'est leur choix, c'est ça. C'est leur choix. Mais tu dis que tu travailles pas, c'est correct. Tu n'es pas derrière un ordinateur dans un bureau, on n'a pas travaillé, mais ce que je veux dire, c'est que ta job de joueur de baseball, c'est un travail à temps plein. C'est sûr. À quoi ça ressemble un horaire pour toi, là, durant des semaines que tu as des matchs, les entraînements? Ça ressemble à quoi un horaire comme ça? Quelqu'un qui te suivait, là, qui disait hey, « j'aimerais ça vivre ça une semaine », ça ressemble à quoi l'horaire d'Eliott? C'est fou. Je me lève le matin à peu près 7-8 heures, m'en vais à mes cours le matin. Après ça, j'ai quasiment pas le temps de manger. Je mange dans mes classes quasiment. Puis après ça, c'est direct baseball de 2 à 6. Je m'entraîne, baseball, musculation. Niveau mental aussi, on a beaucoup de meetings avec des préparateurs sportifs de mental puis des affaires comme ça. Fait que c'est fou. Je me lève à 7 h le matin, je pars pour mon école, mon baseball, puis je reviens chez nous à 7-8 h le soir. Là, sens-tu que les athlètes ont je veux pas dire un traitement particulier, mais vous avez quand même une vie que vous devez être en forme pour le match. Tu sais que tu vas lancer, tu dois te préparer. Tu as des cours le matin, tu as des cours pendant la semaine. Ouais. Est-ce que les enseignants ou les pédagogues réussissent à bien intégrer ça pour que tu ne sois pas pris avec 3 examens la veille d'un match, par exemple? Oui, non, c'est sûr. Mais ça reste qu'il faut que tu communiques bien avec tes enseignants puis des affaires comme ça. Genre, je vais manquer tel cours, c'est quoi la matière que je vais manquer. Ouais. Puis vraiment être on top de toutes tes affaires. Ouais. Puis juste s'assurer que un jour de match, c'est juste le match à te concentrer. Tu n'as pas faut que je fasse un devoir, whatever. C'est juste s'assurer que avec tes enseignants, que tout est correct. Puis, ils sont super compréhensibles. Je veux dire, on dit athlète à Iowa, on représente l'école, on représente le programme. Fait que c'est sûr qu'ils vont comprendre. C'est pas comme au secondaire et des affaires comme ça. Mais il faut quand même que tu démontres un intérêt comme quoi ça tient à cœur les études également. Exact. Faut que tu te présentes à chaque cours, faut que tu sois intéressé par rapport à ce que tu apprends, puis etc. Mais c'est ça, ils vont être compréhensibles de... Je veux dire, tu es un athlète, puis c'est ça.
Parle-moi un peu de tes installations que tu as à Iowa. Comme je te disais tantôt, je suis allé au Kinnick Stadium. Ça, c'est le stade de football. Ouais. Ça ressemble à quoi, vous autres, les installations au niveau baseball puis de l'entourage? Moi, quand je suis allé voir un match des Red Sox cette année, j'étais quand même surpris. Jason Varitek s'occupait des receveurs. Puis en même temps, j'ai regardé un peu le lanceur partant, à quel point ça a changé du temps où on allait voir les expos, où le gars se lançait 15 minutes avant, puis c'était terminé. Il était 1 heure avant sur le terrain. Les étirements, la balle un petit peu plus lourde, puis là, ça changeait, puis il lançait dans un matelas au début, puis des choses comme ça. Nous autres, là, Ça a changé complètement, hein? complètement. La mentalité a vraiment changé. C'est vraiment, tu sais, routine, là, Ma routine, moi, je dirais qu'elle prend un bon 45 minutes, 1 heure avant que je lance. Ouais, c'est vraiment beaucoup d'étirements, beaucoup de préparation, de balles lourdes, puis des affaires comme ça. Puis là, notre stade, il construit un nouveau clubhouse pour meilleure installation, tu sais, meilleur juste environnement pour nous autres, pour s'entraîner, pour se réchauffer, puis des trucs comme ça. Fait que je suis vraiment excité, mais c'est beaucoup de préparation. La popularité du baseball là-bas, ça ressemble à quoi? C'est pas pire, Ouais. c'est quand même populaire, mais c'est rien comparé du football. là. T'es-tu dans des Ça, cours c'est- avec des gars de foot? Ouais. C'est quoi qui Le dégage foot, un peu les gars comme Aura? C'est-tu... La confiance, mais tu sais, ils sont aussi 2 pieds sur la terre, puis tu sais, ils savent que faut que ça aille à l'école aussi, puis je veux dire, ils ont des responsabilités, puis c'est sûr que... Mais respect mutuel entre les athlètes, sûrement, on s'entend. oui. Là, Ah, tu ils sais. comprennent exactement. Porter les ta mêmes réalité. couleurs, là. Ah, ça, je suis dans des cours avec des joueurs de basket, des filles de natation, puis des affaires comme ça. Puis c'est vraiment un respect mutuel. Si tu vois les couleurs qu'on porte nos sacs à dos, puis des affaires comme ça, c'est vraiment juste cool de voir tout le monde ensemble, tous les athlètes. Puis tu sais, on a même un building d'athlètes qu'on va, puis tu sais, on peut dire juste jaser avec vous autres, là. Ça, on peut jaser avec les autres athlètes, puis juste être bien de même. Puis juste, ouais. Quel genre de lanceur t'es pour les gens qui ne te connaissent pas, sans rentrer trop dans les détails spécifiques, mais tu sais, on regarde juste les lanceurs maintenant, plus de balles rapides, la puissance, moins comme dans les années 80-90 où on jouait plus sur les coins, à la Claude Raymond un peu plus. Ouais. C'est quoi ton style de lanceur? Moi aussi, je dirais que je suis plus un crafty lanceur gaucher. Parce que tu as la shape quand même pour avoir une bonne balle rapide. Ouais, mais mettons, niveau NCAA, là, à 6 pieds, c'est pas... C'est vrai, t'as raison. Ouais. Tu sais, c'est pas exceptionnel. Tu sais, j'ai un gars dans mon équipe qui mesure 6 pieds 9, là, tu sais. Ouais, ça commence à être grand, là. Fait que... mais non, moi, je suis plus lanceur de balles à effet, puis des affaires comme ça, puis je vais se reprendre ma fastball, puis tu sais, j'ai pas beaucoup de contrôle, tu sais, j'analyse la game, puis genre, je comprends les frappeurs, leur swing pattern, des affaires comme ça. Fait que je suis vraiment plus un crafty gaucher, là, Ouais. Comment on s'est senti la première fois que tu as mis le pied sur le monticule pour un match à ce niveau-là? Écoute, on parle de balles papillons au baseball, mais toi, les papillons, ça devait être incroyable. Comment on contrôle ça aussi? J'étais même pas si stressé que Ah ça, non? honnêtement. OK. J'étais juste, comme j'ai dit... Enjoy the moment? Ouais, c'est ça. C'était comme un rêve de kid qui devient réalité. Puis c'était juste... Enfin, tu sais, j'ai réussi à être là. Puis tous mes efforts, ils ont récompensé. Ça, ils ont récompensé. Puis c'est en fait que je suis là. Puis j'ai eu du fun. Parce que, puis- tu sais, on en a vu, j'ai pas de nom qui me vient à l'idée, mais la première fois qu'ils vont... Tu sais, le premier lancé, des ouais. fois, c'est... C'est sûr qu'il y a un petit stress Ça dans doit- le ça- sens que, genre, faut que je performe bien. Ouais. Mais en même temps, tu sais, toute la pratique que j'ai faite avant ça, puis depuis que je suis kid, puis depuis que, tu sais, je veux dire, j'ai tellement de pratique et d'expérience dans le corps que c'est juste naturel. C'est juste que, tu sais, de voir tous les fans, puis toutes les, Ah, c'est sûr. tu sais, mes supporters, puis... Tu sais, on avait posé la même question. C'est Je sais ça. bien que c'est pas le même sport, mais vous êtes quand même seul. Tu es seul au monticule à Étienne Papineau, le golfeur, quand il a Ouais. joué son premier tournoi de la Ouais. PGA, Ouais. que tu as des dizaines de milliers de personnes qui attendent de te voir frapper ta balle. Il dit, mettons que les poignets, ça Ah, shake c'est un peu. sûr. Puis en plus, tu sais, j'arrivais là, j'avais 18 ans, puis je jouais contre des gars de 22, 23 ans. Tu sais, sûr, c'est impressionnant, des gros colosses. Puis, tu sais, j'étais juste un petit 6 pieds de 18 ans qui arrivait là puis lançait. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai gagné de la confiance au cours de ma saison. Puis, tu sais, je veux dire, c'est fou à quel point le freshman que j'étais l'année passée, puis cette année, c'est complètement différent. C'est vraiment l'apprentissage, puis tout ça, mais quand je suis arrivé là, c'est sûr que j'étais comme, Le wow. petit nouveau. C'est ça. Tu sais, quand tu joues junior élite, tu arrives dans des. Tu sais, la plus grosse foule que tu peux avoir, c'est du 300, 350 personnes, puis Ouais. c'est un bon match, là. Ouais. Mais comment c'est quand tu es à l'étranger? Déjà en partant avec le nom que tu as, Elliot Cadieux-Lanoux, je sais pas si tu te fais envoyer promener ou le monde. C'est ça, exact. Mais Ouais. faut que tu restes focus quand même, ça doit être quelque chose, hein? Ah, honnêtement, là, moi, c'est moi avec mon catcher. J'essaie pas trop de me
concentré sur les autres. Ça là, m'a toujours puis- fasciné. Tu es capable de... T'entends pas? Entrer dans ta bulle. Ouais. Ouais, beaucoup de meetings avec psychologistes sportifs, puis des affaires comme ça pour vraiment rester dans le moment présent, puis pas penser trop, pas overthinker, puis juste vraiment rester sur le moment présent, de faire ma job. Tu sais, je suis là pour une raison, puis faut pas que je perde mon focus. là. Il y a plusieurs règlements qui veulent changer dans le baseball majeur au niveau du time clock. Est-ce que vous avez le time clock dans la NCAA également? Ouais. Ça, je veux savoir comment tu trouves ça. Puis la deuxième chose, je sais qu'ils veulent commencer à vérifier dans quelques matchs au spring training aussi au niveau pas le cadran, là, mais l'espèce de radar pour les balles et les prises. Ouais. T'es pour ça ou tu es un puriste puis tu trouves que même si ça te fait CHIR des fois que tu penses que tu aurais la prise mais qu'il te l'a encore les balles, comment tu vois ça, toi, les nouveaux règlements? Moi, le pitch clock, ça me dérange pas. Honnêtement, j'aime quasiment ça. Tu sais, ça accélère la game puis plus d'action. Mais niveau la prise électronique, là, moi, je trouve que ça enlève le côté humain de baseball puis le côté du sport. Puis que, fait que ça, je suis comme un peu sceptique, mais niveau pitch clock, moi, ça me dérange pas. Puis, je lance rapidement, je lance puis je perds pas de temps. Fait que moi, ça me dérange pas vraiment. Là. On parlait tantôt hors d'onde, tu as terminé ta saison NCAA, puis tu as dit que tu as pris ton auto, puis tu t'es en allé ailleurs, donc tu as continué à jouer. Ouais, j'ai pas été au Québec là, pendant, je dirais, un bon 10 mois. Qu'est-ce que tu là. as fait après? Je suis allé saison d'été collégiale OK. au Wisconsin, ça s'appelle la Northwoods League. Puis j'ai joué tout l'été là, j'ai à peu près lancé 40 manches. Wow. Puis on averageait genre 6 000 personnes dans les estrades. Puis c'est fou, là, c'était quasiment la même affaire qu'NCAA. Puis niveau C'est de quelque chose baseball. qui est commun, Elliot, auprès de tes coéquipiers. Est-ce que la majorité font ça? Ouais. C'est vraiment commun. C'est dès que tu as fini ta saison, pour OK. avoir plus de volume, tu vas là, puis tu joues ton été, puis après ça, quand tu reviens, là, tu prends ça plus. OK. Bon. C'est assez particulier, puis c'est bon comme question, parce que des fois, tu vas pendant l'hiver, tu vas en République dominicaine, des choses comme ça. À un moment donné, moi, je suis au bâton, Francisco Lindor, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est dans son village natal, puis il va jouer un week-end avec l'équipe de son village. Ouais. Le gars fait 40 millions US, mais c'est des passionnés, les gars arrêtent jamais de jouer. Exact. Quand tu es passionné avec quelque chose, ça peut être le baseball, mais ça peut être n'importe quoi d'autre aussi. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas travailler fort, puis tu vas juste enjoy tous les moments que tu as en faisant ce que tu aimes. Vous autres, c'est sûr, vous aimez votre travail. Fait que vous arrivez chaque matin, puis vous êtes passionné. Fait que même affaire pour moi. Moi, je me lève chaque matin, puis même s'il est tôt le matin, puis je veux pas, ma passion, ça fait que je me lève, puis je vais quand même travailler fort, puis c'est ça. Il nous reste à peu près une minute, Elliot. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, tu es au Québec, mais je pense que tu repars bientôt. À quoi ça va ressembler les prochaines semaines pour toi? Les prochaines semaines vont ressembler à beaucoup d'études, parce que j'ai mes examens finaux. Puis après ça, là, je reviens au Québec pour un mois, pour Noël, puis tout. Fait que beaucoup de temps avec ma famille, puis mes amis, puis c'est ça. Fait que je vais vraiment en profiter. Là, ça va être le temps de décrocher un peu. Exact. Super. Ben bravo, parce que Merci. c'est pas évident. Merci. Écoute, je te laisse, non? Un fier représentant. c'est D'un, pas- puis tu sais, dis-toi une chose, t'es pas dans l'État de New York, sans rentrer Non. dans aucun parti politique, il est en plein milieu de l'Iowa, là. Absolument. Ah, moi, Il y a des casquettes rouges là-bas, hein? C'est ça. Ben, au-delà de la casquette rouge, c'est une autre mentalité. Les amis, tu sais, t'es dans le centre, t'es ça. ailleurs. Absolument. T'es Non, c'est ailleurs. sûr, c'est loin de la maison. Un puis- petit Québécois qui arrive, qui parle français, là, Ouais. faut s'adapter. Tu sais, Exact. quand tu voyages beaucoup aux États-Unis, dans le sens que quand tu restes à la côte Est et à la côte Ouest, c'est pas pire. Le niveau de vie se ressemble un peu. Ouais. Dès que tu t'en vas dans le centre, ça change un peu. Ouais, c'est sûr que ça change, là, puis c'est adaptation complètement. Ouais. Mais tu sais, ça fait 1 an que je suis là, puis j'ai commencé à m'intégrer plus, puis je veux dire, je garde mes valeurs, mais c'est juste que, c'est ça. Tu fais tes affaires, bien Ouais, sûr. c'est ça. Je fais mes affaires, je fais ma passion. Puis Toi, t'as pas l'air d'un gars malheureux, en tout cas. Non, exact. Je suis super heureux, puis ouais. Super. Elliot, all the best pour la suite des choses. Ben, merci. Puis, à chaque fois, tu es disponible, tu es le bienvenu. à Au Sport plaisir de te Express. recevoir, absolument. Parfait. Ouais, of course. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et François, les 40 prochaines minutes, je pense que c'est un des plus grands photographes que le Si Québec a ce connu. n'est pas le plus grand. Bernard Brault est avec nous. Bougez pas. Je suis convaincu qu'il dirait qu'il y a d'autres photographes meilleurs que lui, comme on a dit en première partie, François, mais pour moi, c'est le plus grand. Je vais t'expliquer pourquoi au cours des prochaines secondes. Bernard Brault nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Salut vous deux. Bernard. Monsieur Brault, François Ordonne vous tutoie. Est-ce que je peux vous tutoyer également? Parfait. Non, mais je sûr. pose la question. Mais pourquoi je suis content de te recevoir?
c'est que je suis un amateur de sport, puis on a 40... Moi, j'ai 46 ans, 45 ans. Dans le sens qu'on n'est pas de la même génération, mais tu vas comprendre où je vais m'en aller avec ça. Quand j'avais 10 ans et que j'ai commencé à m'intéresser au sport, bien, les textes de Régent Tremblay venaient avec des photos de Bernard Brault. Dans la presse. Exactement. Quand il y avait des Olympiques, ça venait avec des photos de Bernard Brault. Donc, pendant que tu étais le plus actif, c'est là que moi, je suivais le sport. Alors, de te recevoir aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. Et c'est toute une carrière. Puis c'est vrai, pareil, quand on y pense, chaque grand moment de sport depuis les 30, 35, 40 dernières années, tu es derrière ça. Je suis allé, j'ai couvert beaucoup d'événements. Je suis chanceux. Ma carrière a commencé au bon moment, je dirais, les équipes, les Alouettes, les Expos, le Canadien, dans les plus belles années. Des grosses années, exact. Des grosses années, oui. Revenons au début, Bernard. Là. Comment a commencé cette passion-là pour la photographie? Parce qu'on ne devient pas le photographe de la presse comme ça, en allant prendre des photos de paysages. Comment l'aventure a commencé de s'intéresser à la photographie et de faire ton chemin pour te retrouver jusqu'à la presse et faire combien de Jeux olympiques? On va en parler tantôt, mais d'aller au Masters aussi, on voit sa veste. Comment ça a commencé la passion pour la photographie? Bien, j'ai toujours aimé le sport. Mon père est un ancien joueur de hockey de la Ligue senior dans les années 50. Okay. Ça m'a toujours intéressé. Je collectionnais les cartes de hockey, des magazines de hockey, dont Sport Illustrated. Et je me suis acheté un appareil chez Sears à Brossard à l'époque. Puis, je couvrais les Sierres de Longueuil à mon compte. Je suis allé faire des photos, l'équipe Junior B. Et un vendredi, je suis allé au Courrier du Sud de Longueuil porter mes photos. Ils m'en ont acheté 5 au coût de 5 $ pour les 5. Et le mercredi suivant, je reçois le Courrier du Sud de Longueuil, page 1, photo Bernard Brault. Wow. C'est là que j'ai eu vraiment la piqûre et ça n'a pas arrêté par la suite. C'est là que tu t'es dit peut-être que je suis bon si le journal décide de me mettre en une? Bien, disons que la photo était pas très bonne, mais j'arrivais au moment où le photographe qui était là utilisait un appareil 4x5 et c'était des photos de randonnion, très peu de photos d'action. Donc, mon timing était très bon à mes débuts. Puis par la suite, ils m'ont donné des affectations et c'est comme ça que j'ai commencé. Ta passion pour le sport, est-ce qu'elle était plus grande que ta passion pour la photo? Ma question est, tu vas voir où je m'en vais avec ça, dans le sens que en 2024, c'est pas la même technologie, on s'entend. Est-ce que tu avais, parce que souvent tu parles à des photographes aujourd'hui qui disaient, ben moi, la passion aujourd'hui, je l'aurais peut-être moins qu'à l'époque. Moi, c'était la chambre noire à l'époque. C'est ce qui m'avait amené au niveau de la photographie. Est-ce que tu aimais ça également ou toi, c'est vraiment le sport qui t'a amené à prendre des photos? Bien, c'est sûr que le sport m'intéressait beaucoup, mais quand j'ai commencé à prendre des photos de sport, c'est là que j'ai découvert ma passion pour la photo. La chambre noire, évidemment, j'ai passé tellement d'heures en chambre noire. Est-ce que ça te manque aujourd'hui? Aucunement. Non. J'en ai fait jusqu'au début des années 2000. En fait, fin 99, c'est là que j'ai eu mon premier appareil numérique et par la suite, je n'ai pas touché au film ni à la chambre noire. Vas-y. J'ai une sous-question. Avoir eu la technologie aujourd'hui, j'imagine que Bernard Brault se serait couché pas mal plus de bonheur après quelques matchs de hockey à l'époque aussi. Oui, mais j'aurais fait moins de déplacements du centre Molson, du Forum à l'époque, soit à la presse ou aux agences à l'époque, avant. Maintenant, on envoie nos photos directement du Centre Bell. Mais il y a presque autant de temps que l'on passe à éditer les photos. OK. Ah oui, à ce moment-là. Oui. OK. Souvent, on pense à Bernard Brault, on pense à la presse. Tu as passé la majorité de ta carrière au Journal de la presse. Parle-nous de ta première photo qui a apparu dans la presse. T'en rappelles-tu, Bernard? C'est quand même Je me souviens très bien. C'est un... Je veux pas on dire la voit en ce moment. On la voit, j'imagine, à l'écran. C'est un accomplissement incroyable. C'était quoi le premier moment qui a été immortalisé pour toi? Vous allez rire parce que le premier moment de la presse, ma première affectation officielle, c'était un fait divers. C'était un mort sur la rue Hochelaga à Montréal, tandis que les Expos jouaient leur match d'ouverture à quelques pas de là. Es-tu sérieux? Donc, est-ce que tu t'en allais pour le match d'ouverture des Expos et t'as pris la photo sur la scène de crime? Non, c'était l'affectation mon premier matin, un vendredi 13 avril 1984. Et c'est là que la première affectation, fait divers, sur la rue Hochelaga à Montréal. Je sais qu'à l'époque, tu sais, encore, il y a des gens aujourd'hui comme des Félix Séguin ou des choses comme ça, le JE et non pas le descripteur des matchs du Canadien, mais il y a eu un temps où être au fait divers, c'était un job à temps plein. Alors qu'aujourd'hui, on dit toujours, tu commences ces chiens écrasés, puis un jour, tu vas prendre. Mais dans les années 70, Claude Poirier et compagnie, d'être sur les faits divers, c'était quelque chose, là. Oui, mais j'en ai fait un peu à l'époque du Courrier du Sud.
comme tous les photographes qui commencent dans les hebdos. Ensuite, j'en ai fait un peu pour la presse, mais j'en ai pas fait tant que ça, des faits divers. Je fais beaucoup plus de sport, de politique, de spectacle. Fait que dans le fond, juste pour expliquer un petit peu ton cheminement à la presse, t'es rentré, première affectation, ça a été faits divers. Les gens te connaissent beaucoup comme un photographe sportif. Ça a pris combien de temps avant que tu aies officiellement le rôle de photographe officiel des sports à la presse? Bien, en fait, on m'a connu grâce aux agences de presse, United Press Canada. OK. J'avais été engagé pour eux pour couvrir des matchs de hockey, de baseball, et mes photos qui étaient diffusées partout au Canada étaient utilisées dans la presse parfois. OK. C'est comme ça qu'ils ont vu mon nom. Et ça a été très vite à la presse parce qu'une semaine après mon embauche comme surnuméraire, c'était le fameux match du Vendredi Saint au Forum entre les Canadiens et les Nordiques. Donc, ça faisait à peine une semaine que j'étais à la presse et j'ai couvert probablement un des matchs les plus célèbres de l'histoire. Wow. Comment, tu sais, souvent on dit, pour un journaliste, tu es capable de saisir le moment de est-ce que je pose cette question-là à ce moment-là? Est-ce que dans ton travail, des fois, tu parles du Vendredi Saint où là, c'est, tu sais, on s'entend, là, les émotions sont à fleur de peau. Est-ce que tu dis des fois, regarde, je vais essayer d'aller dans telle langue, mais ça se peut que là, regarde, Michel Bergeron va me pogner, il va dire, toi, c'est pas le temps. Est-ce que tu es capable de, j'imagine que c'est avec l'expérience de saisir le moment, puis en même temps, les photos, on s'entend, c'est une question de timing aussi, là? Bien oui, c'est sûr. On a quand même, l'appareil photo, c'est comme un paravent. On fait des choses qu'on ne ferait pas normalement. Et il faut toujours avoir un respect des sujets qu'on prend. Mais c'est arrivé quelques fois que les gens n'étaient pas tellement contents que je me fasse, qu'ils se fassent photographier. Mais j'ai quand même un grand respect de la situation, de ce que je couvre, que ce soit des funérailles ou autres événements. J'allais vers là, dans le sens que quand tu es sur les faits divers, il y a eu un meurtre, tu sais, on s'entend, ou même des funérailles, c'est des gens endeuillés, des gens qui sont tristes. Alors, ça prend vraiment... Il faut être capable de gager, justement, l'émotion, mais en même temps, le sensationnalisme. Parce que je sais, toi, tu as vécu la presse Journal de Montréal, les grosses années où la une était hyper importante. Oui. Comment tu vivais ça? Bien, comme je te dis, avec l'expérience, on sait saisir le moment précis, saisir l'émotion. C'est ce qu'on va avoir en photo, là. Une photo qui parle, c'est une photo où tu vois l'émotion. Quand il y a des funérailles, c'est pas toujours évident, mais on a quand même des émotions derrière l'appareil, mais il faut capter la scène. C'est ton travail. Ouais. C'est mon travail. Est-ce qu'on le sait d'avance, Bernard? Je te donne un exemple. Tu as une grande personnalité politique qui décède. Tu es affecté comme photographe à la funéraille. Tu sais d'avance que ça va être une de tes photos qui va se retrouver en une de la presse le lendemain. On s'entend? Oui, c'est sûr. J'en ai fait beaucoup de funérailles. Il y a des bonnes chances, là. Ouais. Maintenant, c'est plus difficile d'avoir accès à l'Église à l'intérieur, car c'est donné aux agences de presse qu'il y a seulement un ou deux photographes. Tandis que nous, on est à l'extérieur, on fait des photos de l'entrée du cercueil ou de la sortie. Il y a quand même de l'émotion. J'ai fait les funérailles de Guy Lafleur pour l'agence Reuters. J'étais placé sur l'édifice Sun Life et la sortie du cercueil, ça donnait une photo très graphique. Est-ce qu'on peut, en tant que photographe, est-ce qu'on peut tu sais, un journaliste va savoir l'angle qu'il va prendre pour son texte, où on s'en va avec ça. Est-ce qu'on peut se préparer d'avance? Tu sais, gars, tu fais les funérailles de Guy Lafleur, la photo risque de se retrouver à la une de peut-être plusieurs journaux. Est-ce que tu avais une idée en tête à la base de ce que tu voulais comme photo ou c'est vraiment sur le moment que tu t'es dit « OK, ça, je pense que je l'ai, ma photo ». Bien, pour ces funérailles-là en particulier, oui, je le savais parce que j'ai demandé la permission d'aller dans l'édifice Sun Life. Puis c'était vraiment face à la cathédrale Reine-Marie, en face. Donc, mon angle était parfait. C'est la photo ce que je voulais. C'était le cercueil qui sortait avec les porteurs. On voit la photo à l'écran. On y reviendra sur celle-là, je la trouve magnifique, la photo de Michael Kingsbury qui dit « Je suis prêt pour une autre saison » avec tous ces globes de cristal. Bon, ça, c'est une photo que tu as prise. Tu sais, comme le regretté Paul Buisson, bien, on s'entend qu'on a commencé à le connaître lorsque sa caméra était ouverte pendant l'altercation. Donald Brashear, Mario Tremblay. Toi, quelle est ta photo? Là, tu en as pris plusieurs, on va me dire, Alex, c'était bon, mais est-ce que tu as une photo que tu as prise, tu te dis, oh, celle-là, elle va faire jaser? Est-ce qu'il y en a une que tu te rappelles qui a fait comme, aïe, aïe, celle-là a frappé?
Probablement celle que j'entends le plus parler, c'est une photo d'une marmotte au circuit Gilles Villeneuve avec voilà, Ricardo Patrese. La fameuse marmotte est de côté et la voiture est derrière. C'était en 89, probablement la photo que j'entends le plus parler encore aujourd'hui. Et possiblement la photo de Jean-Luc Brassard qui fait son fameux Cosaque aux Olympiques de l'Île-en-Mer. Ça, c'était mes premiers Olympiques, puis cette photo-là a été marquante pour moi en carrière. Ouais. C'est fou pareil, hein? Ouais. Il y avait un événement, c'est là que, dans le fond, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, je veux que tu en parles. Bien, il y avait une exposition qui vient de se terminer, malheureusement, mais je veux quand même qu'on en parle. Il y a eu tes œuvres qui ont été exposées au Théâtre des Deux-Rives. Comment tu t'es fait approcher, Bernard, pour pouvoir exposer là-bas? En fait, c'est moi qui ai écrit à l'art photo. OK. Salutations à Julie Clermont, qu'on connaît exactement. bien. Puis j'étais à Paris. J'étais là pour le Comité olympique canadien. C'était mes 14e Jeux olympiques. Mais cette fois-ci, je n'étais pas affecté aux compétitions. J'étais affecté à la Maison olympique du Canada. Okay. Fait que mon mandat, c'était d'être là du matin au soir à faire des photos à la Maison olympique. Mais ça m'a permis de me promener en ville en vélo électrique à Paris et de documenter les Jeux, mais de la façon différente des compétitions. Et je trouvais que j'avais des photos intéressantes. J'ai écrit à leur photo, puis on dit ça n'a pas été long. Ils ont organisé une exposition à l'ESPEC du Haut-Richelieu. Super. Wow. On va s'arrêter. Le premier bloc est déjà terminé. 14 Jeux olympiques. Moi, je veux qu'on en parle parce que tu as fait le tour de la planète. On s'entend pour de grands événements sportifs. Ouais. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec M. Bernard Brault. Écoute, je pense que c'est un des 12 minutes les plus rapides qui a passé. Ouais. Bougez pas. Nous sommes de retour avec Bernard Brault. Tantôt, on parlait des funérailles de Guy Lafleur, Bernard, mais il y a une autre photo, moi, qui m'a frappé. Là, je ne sais pas si c'est toi qui l'as prise ou pas, mais c'est Guy Lafleur devant le cercueil de Jean Béliveau. Comment vous faites comme photographe pour être capable de savoir? Parce que, tu sais, moi, quand il y a un événement, on est scotché sur nos maudits iPhones, on s'entend, puis des fois, on a tendance à manquer tout ce qui se passe à côté. Toi, est-ce que juste à l'œil, sans même avoir pris la photo, tu es capable de savoir que ça va être une bonne photo? Comment vous êtes capable de saisir le moment? C'est l'expérience encore là, mais moi, ça me fascine énormément de... Bien, il y a un instinct qu'on développe avec le temps. Il y a un peu de chance, évidemment, mais on regarde notre sujet, on se renseigne qu'est-ce qu'il va avoir. Souvent, c'est vrai, on le sait que cette photo-là va vraiment être bonne sans l'avoir prise. Tu sais, la marmotte, on s'entend, c'est banal, mais c'est une photo qui fait encore jaser aujourd'hui. Oui. Tu sais, Denis Brodeur, on le salue d'en haut, mais tu sais, sa fameuse photo avec Ken Dryden, des choses... C'est banal, mais c'est des fois des photos hyper banales qui transpercent le temps. C'est des photos marquantes. C'est une photo qui va te faire sourire ou rendre une larme à l'œil. Souvent, les photos les plus intéressantes comme ça, la marmotte, c'est juste que ça s'est passé très rapidement, mais le fait qu'elle soit sur ses pattes arrière, t'as la voiture, la Formule 1, c'est ça qui fait que la photo est intéressante, parce que juste la marmotte, pas de Formule 1, ça, c'est la combinaison des deux sujets. On va parler des Jeux olympiques, mais tu parlais tantôt de la fameuse photo de Jean-Luc Brassard. Je l'ai en tête, on l'a vu partout, cette photo-là. Est-ce que la relation avec Jean-Luc, suite à une photo comme ça peut changer la... Est-ce qu'il y a une amitié qui peut se développer? Est-ce que c'est quand même une photo extrêmement marquante pour l'athlète? Pour faire du chemin là-dessus, est-ce que les athlètes t'appellent pour dire « Est-ce que tu me permets de l'encadrer? » En fait, les athlètes, j'ai développé une relation avec Jean-Luc, c'est devenu un ami avec le temps, parce que j'étais là quand il a gagné sa première Coupe du monde au Mont-Gabriel en 91. J'étais là à Lillehammer, à Nagano, à Salt Lake quand ça s'est terminé. Fait qu'au fil du temps, on s'est connus. On a fait plusieurs voyages de ski encore, même dernièrement. Puis les athlètes amateurs, ce qu'ils me disent, ils ont très peu de souvenirs de photos. Fait que souvent, j'en ai remis aux athlètes avec plaisir. Il faut être un passionné quand même de partir, mais c'est un peu ça aussi. Tu as vu des athlètes grandir également. C'est ça qui est plaisant. Ben oui, tu sais, Jean-Luc, au début, déjà là, on se doutait parce qu'il était très expressif sur sa victoire au Mont-Gabriel. Mais j'aurais pas cru qu'un jour, on resterait amis de tout ce temps-là, depuis plus de 30 ans. Ouais. Je sais que tu as une question. Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on s'entend, dès qu'un joueur ou quelqu'un, un artiste, peu importe, va commettre quelque chose, va faire quelque chose, ça va sortir tout de suite, ce qui n'était pas le cas quand tu as commencé. Est-ce que tu as certaines photos que tu n'as jamais publiées? J'imagine que oui.
Oui, parce que je peux retourner dans mes négatifs à la maison. Des fois, j'ai des demandes, puis je retourne dans les négatifs, dont le Grand Prix du Canada. C'est fou, je retrouve des chefs-d'œuvre, peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais des photos qui deviennent importantes avec le temps. Des pilotes, là, j'ai fait des recherches sur Gilles Villeneuve. Fait que j'ai retrouvé des photos que je n'avais pas digitalisées depuis, ni utilisées. Je veux qu'on parle des Jeux olympiques. Tu l'as dit tantôt, tu en as fait 14 comme photographe. Tu as couvert 14 Jeux olympiques. Parle-nous de tes premiers Jeux, l'excitation de 30, puis où c'était? C'était lesquels? C'était ceux de l'île en Mer en Norvège. Okay. C'était mes premiers Jeux d'hiver. C'était des jeux extraordinaires parce qu'on en parle encore comme les plus beaux jeux de l'histoire. C'était à l'île en Mer, c'est comme si c'était à Saint-Sauveur, petit village, faisait froid. Tandis que les derniers Jeux olympiques d'hiver... On ne se sentait pas en hiver, mettons. Non, pas vraiment. Parce que là, pour moi, c'était les premiers, c'était symbolique. Les Québécois ont bien performé, entre autres, les patineurs de vitesse, qui avait la patineuse artistique, aussi, qui était de Saint-Jean, je pense. Oui, Isabelle Brasseur. Isabelle Brasseur avec Lloyd Eisler. Oui, bien oui. Ils ont gagné une médaille, médaille de bronze. C'est pour ça. Pour moi, c'était très bon. Puis j'ai publié un livre avec Michel Marois, un journaliste, Les Québécois à l'île à la mer, après ces Jeux-là. Fait que c'était très symbolique. Puis ça m'a donné le goût d'en faire d'autres et j'en ai fait 13 depuis. Wow. Quand on couvre des jeux comme ça, Bernard, comme photographe, tu ne peux pas te séparer en 8. S'il y a 8 épreuves, comment on choisit les moments qu'on va aller couvrir pendant des Jeux olympiques? En fait, c'est un travail d'équipe. La base, c'est de couvrir les athlètes québécois qui ont des chances de médaille, de couvrir les gros événements des Jeux. Okay. On discute avec les journalistes la veille ou quelques jours avant et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sûr qu'on ne peut pas être partout, mais où les Québécois ont des chances, on est là. Oui. C'est toujours de capter le bon moment. Ouais. C'est ça qui me fascine. Tu as amené avec toi une caméra. Moi, j'ai de la misère de sortir de la maison sans une montre. Est-ce que toi, tu as de la misère à sortir de la maison sans ta caméra? Bien, presque. Disons qu'ils sont toujours dans ma voiture, pas très loin de moi. Quand même. J'aime faire des photos, que ce soit en vacances ou au travail. Pour moi, c'est la même chose. Quand on part pour des Jeux olympiques, on va revenir parce qu'on a parlé de tes premiers, mais tu en as fait quand même 13 autres. Quelle est la préparation? Parce que j'imagine quand tu arrives en Norvège, déjà là, tu t'en vas pour les Jeux olympiques, mais le paysage est magnifique. C'est comme si tu t'en vas en Islande. C'est une carte postale pratiquement à chaque photo que tu vas prendre. Est-ce que tu dois te faire un horaire? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, si tu n'es pas prêt, tu ne sais pas où t'en aller non plus. Là. C'est sûr que les premiers, c'est difficile, mais avec les années, ça se ressemble. Peu importe si c'est à Tokyo ou en Australie, c'est le même pattern, si on veut. C'est organisé de la même façon. Il y a des chefs photographes dans chaque site. Donc, on reçoit des guides qu'on ne lit pas, évidemment. Fait qu'on arrive sur place, mais les piscines, c'est les mêmes organisations, c'est les mêmes personnes qui sont là comme chefs photographes. Fait qu'avec le temps, c'est plus facile, évidemment. Comment on est accueilli là-bas, Bernard? Est-ce que vous êtes hébergé? Est-ce que vous êtes nourri? Ou tout le monde... Tu as ton accréditation, puis arrange-toi avec tes troubles. Comment ça fonctionne? Ça dépend des Jeux. À l'île en mer, c'est des villages olympiques. Comme à Pyeongchang, en Corée, c'est un village média. Okay. C'est des tours d'habitation. Tous les journalistes, photographes demeurent. Souvent, le déjeuner est inclus sur place. Et à Tokyo, pour les derniers que j'ai faits pour la presse, c'était dans un hôtel. Okay. On était juste les journalistes de la presse et moi. On avait le déjeuner. Et ensuite, on sortait... où on devait aller. Fait que c'est très bien organisé à ce niveau-là. Est-ce qu'on réussit à tisser des liens avec d'autres photographes que tu t'es lié d'amitié, que vous vous dites, bien, on se revoit dans 2 ans ou on se revoit dans 4 ans? Un gars comme Pierre Yvon, du Journal de Montréal, Oui, mais lui, il n'a pas fait de Jeux olympiques. Non, je sais, mais quand même. Oui, c'est sûr je connais pas mal tous les photographes. Non, mais je parle d'un journaliste, je sais pas, de l'Australie, que tu sais que tu vas revoir dans 4 ans. Est-ce qu'il y en a que... on s'entend, tu t'es développé une certaine spécialité, on te reconnaît comme... Il y a des Jeux olympiques, Bernard Brault va sûrement être là. J'imagine qu'il y en a dans tous les pays. On doit développer des amitiés avec des gens de partout. Ben oui, c'est sûr qu'avec les photographes de France aux derniers Olympiques de Paris, je les ai côtoyés. Photographes de Suisse, on développe une amitié parce que c'est souvent les mêmes photographes qui sont sur place. Ouais. J'aime bien socialiser avec d'autres photographes. Il y en a de réputation que j'aimais beaucoup, des Américains, que je suis allé leur parler.
C'est le fun, pour moi, de découvrir ces photographes-là en personne. Je veux juste revenir à la question de bord. Tu sais, tu dis que toi, il y en a que tu voulais aller rencontrer parce que tu admires l'œuvre qu'ils mettent un peu partout. Est-ce qu'il y en a que c'est le contraire, des photographes que hey, moi, j'aimerais ça rencontrer Bernard Brault? Est-ce que ça arrive? Bien, peut-être pas aux Olympiques, là, mais plus localement, ici au Québec, ça oui, arrive on s'entend. des fois, oui, évidemment. C'est justement quand on va s'arrêter pour la pause dans 3 minutes, je vais aller googler quelque chose, mais on va en reparler au début, parce que là, je veux m'enligner sur quelque chose. Vas-y. Le nom me manque. Dans tes différents Jeux olympiques, tu t'es promené aussi un peu partout à travers le monde. Il y a des pays communistes là-dedans et tout ça. Quand tu arrives là-bas, est-ce qu'on vous briefe un peu en disant, bon, ça, pendant tel sport, il n'y a pas de problème, mais tel parlement, peut-être pas, tel ministre, peut-être pas, tel ministre va être avec quelqu'un qui n'est pas supposé être, peut-être pas. Est-ce qu'on vous briefe comme ça quand tu arrives dans des pays où non, ils vous laissent vraiment... En fait, on a fait les Jeux olympiques de Beijing en 2008, puis il y avait quand même une certaine liberté parce qu'on était... à chaque Jeux olympiques, quand tu rentres sur le site, tu dois passer les rayons X. Mais là, on les passait avant de sortir de notre building de médias où on était hébergés. On se promenait en autobus, les fenêtres ouvertes, puis on aurait pu faire n'importe quoi, mais c'était beaucoup plus lousse. Puis à la fin, même la sécurité disait passer. Non, il n'y avait pas vraiment de problème à se promener un peu partout, que ce soit en Russie, à Sochi. Il y en avait une certaine liberté quand même. C'est surtout aussi parce que nous, de l'extérieur, on voit ça, mais eux, on m'a dit que les gens, justement, à Beijing, c'est fou comment c'est un peuple hyper accueillant aussi. Hein? Bien, les gens, ils t'accueillaient. À Tokyo, c'était les Jeux du COVID. Donc, c'est différent. Ouais. Nous, on se promenait, il y avait très peu de Nord-Américains, là, à part les médias. C'était interdit, il n'y avait pas de touristes. Là. Donc, on n'a jamais senti qu'on n'était pas apprécié, mais j'ai lu qu'ils ne voulaient pas avoir les Jeux, en fait. Là, mais même dans les rues, il n'y a jamais personne qui nous a agressés. Pour finir avec les Olympiques, tes meilleurs et tes pires jeux et pourquoi? Bien, je dirais les meilleurs, c'était l'île-à-mer. D'ailleurs, je suis retourné cet hiver pour célébrer les 30 ans des Jeux. Pour moi, c'est mon meilleur souvenir en carrière. C'est vraiment là que ma carrière a pris un essor. Les pires, il y a toujours des bons moments, mais je dirais que les premiers Jeux olympiques d'été, c'était à Atlanta en 96. Les gens n'étaient vraiment pas gentils. L'accueil n'était pas... ce qu'il y a de mieux, mais quand même, Bruni Surin avait gagné une médaille d'or en relais, fait que ça a fait une photo très intéressante. Off the record, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est que ça a l'air que les gens étaient tellement chauvins là-bas pendant 96 qu'on dirait que cette fameuse médaille d'or-là du 4 x 100 mètres est venue clouer le bec à tout le monde. Ça a comme été... le stade était silencieux. Le stade était silencieux. Ils ont même dit que c'était pas des vrais Canadiens. Puis, non, c'est ça, c'était... Ils ont fait les meilleurs jeux de l'histoire, mais il y avait eu une bombe là, au Parc Centennial. Oui. Ça n'avait pas été un si grand succès que ça, les Olympiques d'Atlanta. Mais côté photo, ça avait été très bon. On parlait de photos banales tantôt qui, encore aujourd'hui, transpercent. Quand on parle de 96, on parle malheureusement du Saguenay, la fameuse Maison-Blanche. La personne qui a pris cette photo-là, qui prend un cliché d'une maison alentour d'eau, c'est fou pareil comment ça transperce le sang quand même. Oui, c'est un de mes amis, Jacques Boissineau, qui est basé à Québec, qui a pris cette photo-là. C'est des photos symboliques, comme on en voit qui viennent des États-Unis, comme l'attentat contre Donald Trump cet été. Il y a eu vraiment des photos qui vont marquer l'histoire. Là. On rêve tous de faire un cliché qui va suivre les années. Ouais. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Je vais aller googler, moi. Oui. Et au retour, on va Il nous reste encore 12 minutes avec Bernard. Oui, c'est tellement intéressant. On s'arrête et au retour, on poursuit et on complète avec Bernard Brault. Nous sommes de retour à Sport Express. Je suis allé googler. Et je suis content parce que Bernard n'a pas vu le film. C'est avec Kate Winslet qui s'appelle Lee Miller, sur une femme à la Seconde Guerre mondiale qui est là, qui prend des photos et tout ça. Mon point était, il y a des gens qui, tu sais, bon, on vieillit, là, donc quand tu as commencé, tu as des photographes qui ont fait les guerres, qui ont fait, tu sais, aujourd'hui, il y a un photographe qui a fait la Première Guerre mondiale, on s'entend, c'est pas arrivé, mais quand tu as commencé, il y en avait encore de vivants. Est-ce qu'il y a des photographes que tu as rencontrés dans ta vie, toi, puis tu as fait comme... Hey, wow! Cette personne-là, admettons, c'est justement vécu les guerres, s'est promené. Parce qu'on s'entend que dans les années probablement 40, 50, prendre des photos, c'était complètement différent d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés et que tu étais très nerveux?
Bien, ceux que j'ai rencontrés dans mes idoles, évidemment, il y a Antoine Desilets. Si on revient au Québec, il n'a pas fait nécessairement de guerre, mais il a marqué l'histoire du Québec en publiant plusieurs livres. Photographe de guerre, j'ai participé en France à un festival à Perpignan. Il y avait Joe Rosenthal. Lui, il a fait la célèbre photo de militaires américains avec le drapeau. C'est une photo très connue. C'est lui, ça, exact. Oui. Fait que c'est un Américain qui était présent, qui était quand même assez âgé à l'époque. Mais j'ai été surtout marqué par les photographes de sport américains qui étaient mes idoles, qui s'appellent Neil Leifer puis Walter Yause Jr. Là. Vraiment, ces deux photographes-là qui ont marqué les années 60-70. J'ai eu beaucoup d'inspiration grâce à eux. J'ai plusieurs de leurs livres, d'ailleurs, que j'ai rencontrés aux Olympiques, que je suis allé me présenter, tout simplement. Tu parles de photographe qui t'a marqué. Nous, quand tu es rentré ici, Bernard, ce qui nous a marqué, c'est ta magnifique veste de Augusta, du Masters. Écoute, tu as eu la chance d'y aller. Parle-nous de cette expérience-là, le tournoi le plus prestigieux au monde. En fait, j'ai été invité l'an dernier en échange de photos. Ah, oui. Il y a un Montréalais qui est membre là-bas, puis il y a une personne qui s'organise pour inviter des gens, des hommes d'affaires. Puis il dit, on va t'inviter en échange de photos. Donc, je suis allé là et j'ai fait des photos le lundi, mardi, mercredi. Parce que quand le tournoi commence, tu ne peux pas faire de photos si tu n'es pas accrédité. Même les cellulaires n'ont pas le droit de rentrer. Non, aucun cellulaire. Donc, tu peux apporter des gros appareils photo le lundi, mardi, mercredi, puis quand tu n'es pas accrédité. Fait que même les photographes réguliers n'ont pas accès à l'intérieur des câbles, la corde, comme tous les autres tournois. Donc, j'étais au même point qu'eux. Fait que j'ai réussi à faire des photos de Tiger Woods, Rory McIlroy, Fred Couples. Vraiment, c'était 3 belles journées. Même si j'ai quitté quand le tournoi commençait, mais j'aurais pas pu faire de photos. Écoute, Bernard, tu en as vu des terrains de golf là, partout sur la planète. Parle-nous du terrain de Augusta où se tient le Masters. Ça a l'air de toute beauté comme terrain, là. Ce qu'on voit à la télé, vraiment, c'est vraiment vaste. Et c'est tellement bien organisé. Quand tu arrives... il doit y avoir 50 000 personnes par jour qui vont là-bas, mais c'est tellement vaste que ça paraît pas tant que ça. Je n'ai pas fait les derniers jours, mais le terrain, évidemment, magnifique. J'ai rencontré des photographes que je connaissais qui, eux, travaillaient au Master, qui m'ont montré les coins où circuler. Là. Mais vraiment... Les meilleurs spots, comme on dit. Les meilleurs spots, vraiment, c'est un terrain magnifique, en superbes conditions. Et en plus... Le timing is everything. Pendant la COVID, ils avaient fait le Masters pas au même moment, parce qu'on sait que le Masters, c'est au début du mois d'avril. Et semble-t-il, tu es allé, c'est la période où est-ce que le terrain est le plus beau, dans le sens au niveau des fleurs. Ces fleurs-là, genre, ne sont plus disponibles en septembre, octobre. Donc, si tu veux, le Masters, avec toutes les fleurs roses et rouges et tout ça, c'est vraiment au mois d'avril. Oui, c'est la période, c'est le tournoi qui est connu pour cette date-là, qui ne change jamais de date. Là. Vraiment, c'est magnifique avec les fleurs roses, évidemment. Bernard, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de Lisanne Richard, qui est ma conjointe, tout le monde le sait, puis qui est une bonne amie à toi. Et pour Lisanne, qui est une championne du monde de son sport en plongeon de haut vol, à chaque fois pratiquement qu'elle fait un événement, Bernard se déplace pour venir la photographier. Et pour Lisanne, qui, on le dit, qui est une championne du monde, c'est un honneur incroyable d'avoir un grand photographe comme ça. Et je me rappelle d'avoir eu Bernard lui dire, écoute, c'est un honneur pour moi aussi d'être là. Parle-nous un peu de Lisanne, de photographier une plongeuse de haut vol qui descend à 80 km/h. Ça doit être une tâche assez difficile pour un photographe? Oui, bien surtout que maintenant, depuis que j'ai quitté la presse, je ne fais pas beaucoup de sport. Fait que quand il y a des événements comme ça m'intéresse beaucoup. Puis je n'avais pas eu la chance de la photographier pendant qu'elle était sur les Red Bull Cliff Diving. Oui, c'est difficile. C'est sûr que ça ne dure pas très longtemps, mais ça prend une préparation. Souvent, j'ai 2 appareils photo, un qui capte la scène au complet, puis un que je tiens dans les mains pour avoir des plus gros plans. Là. Je trouve que c'est un bon challenge. Je suis très content quand je réussis les photos. Puis tu es bon en photo émotive, et Dieu sait qu'elle est très émotive, donc tu es capable d'aller chercher des bons clichés. Ben oui, je me souviens, les premières fois que je la photographiais, là, c'est préparatif jusqu'à la fin, jusqu'à dernièrement, quand elle sort de l'eau qui était un peu froide. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions en elle. Là. Ouais. Je veux que tu parles un peu de l'arrivée du drone, parce que tu viens souvent avec un de tes amis, Mike, qui est là également, qui a un drone.
l'importance du drone qu'on n'avait pas à l'époque comme photographe. Ça change les perspectives. Oui, Oui. J'ai commencé, en fait, au début de la pandémie. J'avais acheté un drone pour ma fille, mais je trouvais ça tellement compliqué. C'était un petit drone. Mais quand j'ai la DJI, la compagnie, ont sorti un drone qui pèse 249 grammes, c'est là que j'ai commencé au printemps 2020 et j'ai continué jusqu'à temps que j'aie ma licence de pilote avancé. Et maintenant, je fais beaucoup de photos drone. J'ai des contrats d'immobilier. Je fais les photos des travaux au tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Beaucoup de paysages également qu'on voit. Exactement. C'est que tu peux déplacer ton drone, avoir des perspectives que tu ne pourrais pas avoir en photo. Nécessairement, des fois, tu n'es pas très haut, mais ça donne une perspective vraiment que tu ne peux pas avoir avec un appareil photo. Mais tu parles de contrats corporatifs que tu as comme ça. Est-ce que le drone est de plus en plus demandé tout le temps? Hey Bernard, on aimerait ça t'engager pour un shooting photo par rapport à ça. Peux-tu faire du drone également? Est-ce que c'est rendu quelque chose qui est... C'est arrivé pour de l'immobilier, les terrains de golf, beaucoup. Oui. Et c'est très graphique du haut des airs. Comme je disais, les travaux au pont-tunnel, c'est grâce à ça que j'ai eu le contrat. OK. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de photos drones qui se font pour des contrats. Je veux qu'on revienne sur la fameuse photo de Michael Kingsbury avec tous ces globes de cristal-là. Peut-être que je me gourre ici, mais je crois que c'est toi qui as eu l'idée. C'est toi. Parce que, justement, il me semble que c'est pas dans la nature de Michael de dire hey, « Moi, je sais quoi, j'ai envie de prendre une photo avec mes 16-17 trophées. » Ce flash-là, tu l'as eu comment? Et comment tu as rentré en contact avec la famille? En fait, je les connais bien. Sa mère, elle s'occupait de la salle de presse du ski acrobatique depuis longtemps. Fait qu'on a établi des contacts, puis ils me connaissent bien. Aux Olympiques, j'ai donné des photos à sa mère, à Michael, puis ce serait intéressant de faire une photo avec ses globes. Finalement, on va arranger ça. Fait que je suis allé au printemps dernier chez lui à Deux-Montagnes, puis on a fait une matinée, on a fait les photos. C'est fou, hein? Puis quand on parle de ski, les sœurs du Four-la-Pointe, Jean-Luc Brassard, Alexandre Bilodeau, Nicolas Fontaine, Michael Kingsbury. C'est moi ou le monde du ski, les gens sont sympathiques? Non, ils sont vraiment très gentils. J'ai établi des contacts avec eux, surtout Jean-Luc. J'ai eu la chance de faire des voyages avec lui. Mais au-delà d'être gentil, Bernard, c'est des gens cultivés. Jean-Luc Brassard, tu peux avoir une conversation sur les pays du monde. Il y a eu une chronique l'année passée au 98.5 qui se promenait et revenait du Japon et expliquait leur style de vie. Alexandre Bilodeau, qui est un comptable aujourd'hui, Michael Kingsbury, sœur du Four-la-Pointe, il y a une médecin maintenant. Tabarouette, c'est fou quand même. Hein? C'est des gens très terre-à-terre. Ça leur vient pas à la tête, malgré toutes les médailles, vraiment. C'est différent peut-être des athlètes professionnels. Ils sont peut-être un peu moins sollicités, mais c'est des gens... En tout cas, je les ai trouvés, tous ceux que j'ai côtoyés, très sympathiques. Tu as travaillé une trentaine d'années à la presse, donc tu es un retraité de la presse maintenant. Comment ça s'occupe, un retraité, maintenant? Ça ressemble à quoi, Bernard Brault? En fait... le mot retraite, pour moi, c'est juste que j'ai une pension de la presse, mais je continue à faire des photos. Mais là, je l'ai fait à mon rythme et peux choisir le temps de la journée pour la plus belle lumière, entre autres pour le drone. Fait que j'ai des contrats et aussi j'accompagne des voyages, des groupes avec Voyage Gendron, voyages de ski et de golf. Je suis là avec les clients puis un autre accompagnateur, ce que je ne pouvais pas faire avant. C'était ma question. Tu as voyagé beaucoup dans le monde à cause des Jeux olympiques. Je reviens sur la Norvège, mais c'est tellement un pays extraordinaire. Est-ce que des pays que tu as visités, que tu n'avais pas vraiment le temps à cause de ton travail, que tu t'es dit, moi, quand je vais avoir le temps, c'est sûr que je vais y retourner. Est-ce que tu as réussi à faire des checklists comme ça? Ah ben oui, je suis retourné, je suis déjà allé 6 fois au Japon déjà pour le ski, en croisière, en plus des Jeux olympiques, mais comme la Norvège, comme je disais tantôt, je suis retourné là pour vivre 30 ans, pour me remémorer les souvenirs, comment c'était. Ça n'a pas beaucoup changé. Puis je suis allé faire des photos là-bas. Juste comme ça, pour compléter là-dessus, on sait, une guerre, Russie-Ukraine et tout ça. La Russie, c'est tellement un beau pays. C'est triste quand même, mais ça faisait des images extraordinaires. Le Parlement et tout ça, c'est beau, hein? Bien, je suis allé à Moscou dans les années 80, en voyage de vacances. Je suis retourné en croisière avant la guerre, évidemment, mais c'est sûr que c'est un beau pays photogénique. Puis les Olympiques de Sochi, j'avais beaucoup aimé aussi. Donnes-tu de la formation, Bernard, des photographes qui commencent, qui aimeraient apprendre d'un grand photographe? Est-ce que c'est quelque chose qui
que tu offres, des formations, des conférences? Surtout des conférences. J'en donne régulièrement. J'en ai donné à Laval, j'en ai une à Magog. On m'a demandé d'aller à Ottawa. Je donne surtout des conférences et non des formations. Qui portent sur ton parcours, justement, de ce qu'on jase présentement? Je change souvent de sujet. Il y en a qui portent sur les Olympiques quand je reviens. La dernière que j'ai donnée, entre autres, et que je vais donner, c'est sur ma carrière, les photos marquantes. Je raconte les anecdotes derrière les images. OK. On parlait tantôt des... Non, mais on parlait tantôt des skieurs et tout ça, à quel point c'est du bon monde. Moi, je me rends compte, les photographes sont pas mal tous dans le même moule. Ouais. Yves Labrosse, que je salue. Ouais. Bernard Brault également. Des gens tellement humbles, tellement terre-à-terre qui... Tu sais, vous êtes habitués de mettre l'accent sur les gens. Mais je veux que tu saches, Bernard, que tu nous as fait voyager tout au long de ta carrière, les beaux moments sportifs, les expos, le Canadien, les Olympiques. Ah oui. Alors, tu sais, derrière la caméra, c'était toi la superstar. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait voyager toutes ces années-là. Je me compte privilégié de pouvoir te côtoyer dans certains événements. Écoute, il n'y a plus de temps, mais on invite les gens à aller te suivre sur tes réseaux. Tu es sur Facebook, Instagram. Oui. Il y a de très beaux clichés de Bernard sur ses réseaux sociaux. Un honneur de t'avoir reçu. Merci beaucoup à vous. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, tu m'as marqué ça là-dessus. J'ai amené mes lunettes aujourd'hui pour fumer. Okay. François, on va pouvoir parler des gagnants du bingo au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du bingo. Oui, mais avant le bingo, là, la vitrine cette semaine, François. Oui, écoute, j'anime encore la vitrine pour les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'année. Cette semaine, Alex, on parle d'un concert du côté de l'Acadie, de la parade du Père Noël qui s'en vient très prochainement ici dans le Vieux-Saint-Jean. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de la poutine soupe à l'oignon du restaurant Belgo. Non, mais déjà en partant, moi, j'adore la poutine et j'adore. Bien, écoute, on va en parler avec Robert Courville à la vitrine cette semaine. Il n'en amènera pas, non? J'espère qu'il va en apporter une. Parce que toi, tu peux en manger pas mal. Ben toi aussi. Oui, un peu moins que toi. Parle-nous de bingo. Il y avait du bingo, alors félicitations à Mariette Savoie. Là, on ne s'est pas parlé, mais bravo à Mariette Savoie, Guylaine Soucy, Dany Poulain, Sylvie Gladu, Madeleine Landry, Caroline Lérivet, Monique Desmeules, Éric Dalpé et José Fréchette. Là, il y a un nom, puis je ne veux pas le déformer. Je sais que tu ris, Louis. Je vais aller te voir. Non, mais Louis... Alain? C'est Alain Aubonsawin. Est-ce que c'est ça? J'imagine. Parce que c'est... tu me dois une bière. Non, mais il y a un O apostrophe B-O-N-S-A-W-I-N. Alors, félicitations également à Alain Aubonsawin. Alain Aubonsawin. Ouais. Écoute, on salue Alain, puis si on l'a mal prononcé, bien, on désolé, s'en excuse. L'intention était là. Voilà. Ouais. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Oui. Bye-bye.